Voilà. Bonsoir, bonjour, où que vous soyez. Avant de commencer, première vérification d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, envoyez-moi des petits emojis de ce style. Une fois, deux fois. Allô, la Terre, est-ce que l'on m'entend? Ça serait assez ironique que ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est possible. Voilà, Marie-Laetitia, merci d'être venue à la rescousse. Je considère que si Marie-Laetitia m'entend, le reste m'entend. Heureux de vous retrouver. Merci Alexandra aussi. Merci Patrick. Heureux de vous retrouver sur X. C'est c'était une décision parce que ça a été une semaine compliquée pour diffuser nos récaps sur X. On a eu 2 jours de la semaine où la première journée, on a été coupé après 5 minutes de direct. Et puis ensuite, hier, X nous a même pas laissé l'opportunité de lancer notre direct, notre streaming en même temps que on le faisait sur YouTube. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est un problème technique, c'est une volonté d'Elon Musk depuis l'arrivée de la vidéo sur ces spaces. Il pousse pas mal pour que l'on vienne streamer directement sur X, et donc c'est possible que comme nous on stream sur YouTube, que ça soit quelque chose d'extérieur et qui ne soit pas soutenu. On a vu ce qu'il a fait avec tous les tweets contenant des liens vers l'extérieur. C'est pour ça, c'est pas que ça me plaît, mais c'est pour ça que à chaque fois que je vous annonce ou que je vous résume ou que je viens vous expliquer que l'on va avoir une émission, les liens ne sont pas au sein de ce tweet parce que Donald Trump, oh là là, Elon Musk fait tout pour empêcher la circulation des messages qui renvoient vers l'extérieur. Il veut être le propriétaire de son trafic, ce que je comprends, c'est une logique économique. Mais bon, nous créateurs, ça ne nous arrange pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, la bonne idée, c'est de venir un petit peu ce soir vous parler de l'actualité de cette semaine, de vous parler de deux épisodes, ce qui est en train de se passer donc dans le cadre du procès pénal, qui, je vous le rappelle, est un procès unique, qui est un procès historique. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un ancien président est jugé au niveau pénal et risque à terme une peine de prison. C'est un procès qui est plus important que ce que l'on a voulu vous faire croire dans les médias francophones et en fait souvent de manière involontaire, soyons clairs, souvent de manière involontaire, en reprenant les éléments de langage de Donald Trump, en expliquant que c'est tout simplement un procès d'une fraude comptable. Hein, c'est les éléments de langage de Trump. Si vous avez vu le récap tous les matins à 8 heures, tous les matins de la semaine à 8 heures et le samedi soir à 20 heures, donc demain à 20 heures, hein, je vous donne déjà rendez-vous. On vous fait le récap de l'épisode du jour, donc ce qui s'est passé. Pourquoi l'épisode? Parce que c'est pas qu'un récap de l'audience. On essaie de vous raconter ce qui se passe avant, ce qui se passe après, au tribunal, mais aussi dans les coulisses de la politique américaine, sur les plateaux de télévision. Bon, on parle beaucoup de Fox News, et on a vu hier qu'il y a un nouvel élément de langage qui est en train de s'imposer, qui est une reprise d'un ancien élément de langage, qui est de dire, mais en fait, pourquoi il y a ce procès? Il n'y a pas de crime à reprocher à Donald Trump. C'est l'étape supérieure de cette idée qui a été vendue avant le procès et qui a eu un énorme écho du côté francophone, que c'était simplement un procès sur une fraude comptable, alors que c'est autre chose. La fraude comptable existe, mais la fraude comptable existe dans le cadre d'un service rendu à un plan qui est beaucoup plus important. Ce plan qui est important est la volonté
de contrôler l'information avant l'élection de 2016 pour influencer l'élection. Et puis ça a fonctionné. Donald Trump a été élu de peu, mais il a été élu. Donc d'influencer en empêchant que des histoires négatives sur Donald Trump sortent et en créant ces malversations comptables pour camoufler l'achat de ces transactions. Donc c'est vraiment le cœur de la démonstration du procureur d'expliquer que on n'est pas dans un simple délit, parce que c'est un délit déjà de faire des fausses factures, c'est un délit de faire des chèques avec des intitulés qui sont complètement faux, mais que en fait ce délit est pour camoufler cette volonté d'interférence, d'ingérence électorale, interférence, c'est américain, euh, et, euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est vraiment le cœur de ce procès. C'est pour ça que c'est un procès passionnant. On a eu la semaine dernière, ça a été le moment de la sélection du jury. On a vécu ça. Et puis, en début de semaine, ça a été ce que moi, je vous avais présenté de mon côté comme étant le témoignage du témoin de tous les dangers, parce qu'on connaissait un petit peu son parcours, mais on ne savait pas que il allait être utilisé à ce point par l'équipe du procureur. C'est David Pecker qui est venu témoigner lundi. Il a témoigné mardi. Mercredi, il n'y avait pas d'audience, donc il est resté chez lui. Il a témoigné jeudi et il a témoigné, donc là, il est 15 heures à New York. Il a témoigné toute la matinée et en début d'après-midi aujourd'hui. Donc voilà, quasiment 4 jours de témoignage pour en fait ce qui est le témoin star de l'acte d'accusation. Et ce qui est assez brillant de la part de l'accusation, c'est que je pense que ça n'a pas été présenté comme ça. Ils ont refusé de manière légale de communiquer à l'avance leur liste de témoins parce que Trump, vous le savez, ne respecte pas les conditions de son baillon, de son gag order, et donc il craignait que si Trump savait en avance les témoins, il allait les attaquer sur Truth Social comme il fait. Par rapport à cette histoire de baillon, il y a eu une audience cette semaine où le magistrat a pu consulter 13 13, il y en a consulté déjà 10, il y en a 3 autres qui se sont ajoutés, donc 13 cas où Donald Trump n'a pas respecté, d'après le procureur, les conditions de son baillon, c'est-à-dire il s'est attaqué aux témoins, il s'est attaqué au jury. Je rappelle ici, parce que, encore une fois, soit c'est mal expliqué, soit il y a une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux de la part de pro-Trump, qu'ils soient bots ou pas, y compris francophones, qui reprennent des éléments de langage. Trump a le droit de parler. Trump a le droit de parler. Il fait tous les jours d'ailleurs, où il se plaint de ne pas pouvoir parler tout en parlant aux journalistes. Donc il a le droit de parler. Il a même le droit d'attaquer le juge. Hein, ce n'est pas interdit. Il a même le droit d'attaquer le procureur, ce n'est pas interdit, il le fait. Il a même le droit d'attaquer le ministre de la Justice et le président des États-Unis, et il le fait d'autant plus que ils n'ont jamais dont ils n'ont aucun rapport avec cette affaire qui se joue au niveau de Manhattan. Hein, c'est pas une affaire qui se joue au niveau fédéral. Je vous rappelle aussi que Donald Trump est là parce qu'il a été inculpé par un grand jury de citoyens. Ce n'est pas un procureur qui a décidé de se payer Donald Trump. C'est un grand jury de citoyens qui a décidé qu'il fallait l'inculper après avoir été présenté on leur a présenté le dossier. Et donc, Trump a le droit de faire tout ça. Hein. Bon, il faut vraiment garder ça en tête. La seule chose qui lui est interdit, c'est d'attaquer directement les témoins, c'est d'attaquer directement le jury.
comme il l'a fait il y a quelques jours en expliquant que le jury qui était en place pour le juger, alors que ce jury, le processus de sélection, ses avocats ont été impliqués et ils ont validé et ils ont désiré ils ont désiré certaines personnes de ce jury-là. Donc, c'est pas un jury qui a été choisi, un jury de paille qui aurait été choisi et qui lui a été imposé. C'est un processus qui a duré une semaine où ces avocats avaient les mêmes droits que l'accusation. Mais bon, Trump a attaqué le jury en disant que c'était un jury qui n'était absolument pas équilibré et qui n'était pas honnête et que donc il allait être condamné, etc. Ça, il n'a pas le droit. Comme il n'a pas le droit de s'attaquer aux familles des personnes impliquées dans le procès, que ce soit le juge, que ce soit l'équipe au niveau du tribunal ou la famille du procureur et de l'équipe du procureur. Pourquoi cette limitation? Parce que c'est quelque chose qu'il a fait dans le passé, qu'il avait commencé à faire avant le procès. C'est quelque chose qu'il a fait dans l'affaire pour fraude à New York. Et on sait que ces attaques-là ont des conséquences dans la vraie vie, des menaces d'envoi de lettres anonymes, de colis. Il y avait une centaine de colis qui arrivaient, de colis anonymes qui avaient le potentiel d'être piégés, donc qui impliquaient qu'il y ait des vérifications. Il y avait une centaine qui arrivaient par semaine lorsqu'il y avait le procès au niveau de la Trump Org. On sait que aujourd'hui, les juges et les procureurs qui travaillent sur Trump sont obligés d'avoir une escorte policière 24 heures sur 24. On a les témoignages de personnes qui ont été obligés de quitter leur domicile et parfois même de déménager parce que ils se retrouvaient, excusez-moi, ils se retrouvaient en danger. Donc tout ça fait qu'il y a ces restrictions. Dans tous les cas, Trump s'en fout de ces restrictions-là jusqu'au jour où il y aura peut-être des vraies conséquences. On a parlé cette semaine d'une possibilité d'emprisonner Trump. On verra si ça va jusque-là. En tout cas, pour la première fois, le Secret Service, qui est en charge de sa protection, a eu des réunions de préparation pour envisager cette éventualité. Hein, c'est complètement fou. L'idée de Trump, c'est pas forcément d'agir sur les gens qui sont aujourd'hui impliqués dans ces affaires-là, mais c'est toujours de garder l'œil sur demain. Il sait que en créant ce climat de peur, ça rend la justice difficile sur lui. Ça rend la justice difficile au niveau des témoins qui vont hésiter à venir parler. S'ils vont parler, ils vont hésiter à dire la totale vérité parce que ils ont peur des conséquences. Ce sont des réflexes mafieux. Aujourd'hui, on a eu très brièvement Rona Graff qui est venue témoigner qu'elle est ancienne. Laissez-moi 2 secondes. Voilà, j'étais en train de perdre ma voix. On a eu Rona Graff qui est venue témoigner, qui est l'ancienne assistante de Trump des années 90 à 2021. La première chose qu'elle a déclarée, c'était que son avocat était payé par Donald Trump. Ce qui est une manière, encore une fois, mafieuse de contrôler les témoins en payant leur défense, d'autant plus que la défense aux États-Unis, les avocats coûtent une véritable fortune. Donc c'est d'autant plus facile. On le voit aussi dans l'affaire des documents secrets à Mar-a-Lago, où les deux complices de Donald Trump, les avocats sont payés par Donald Trump. On l'a vu lorsqu'il y a eu le comité d'enquête sur le 6 janvier, que certains témoins étaient payés par Donald Trump et il a fallu, je pense ici, à Cassie Hutchinson qui était payée, son avocat était payé par Trump et elle s'est rendue compte au bout d'un moment que son avocat ne lui présentait pas la vérité, ne lui disait pas la vérité, et elle a décidé de s'en séparer, et donc du coup de collaborer avec les autorités. Donc il y a cette dimension-là. Excusez-moi, j'ai des problèmes de voix aujourd'hui. 2 secondes. Bon, voilà, j'espère que ça va tenir. Ça a été une grosse semaine de direct
Et c'est possible que ma voix ne fonctionne pas. Je suis désolé, ça va pas être très agréable à écouter. Voilà, ben c'est comme ça, on va essayer de faire avec. J'espère que ça va aller mieux assez rapidement. Mais bon, donc voilà, donc les témoins sont effrayés. Et ce que fait Trump, on l'a vu par exemple la semaine dernière, il y a eu quand même des moments qui sont complètement fous. Et ce qui est frustrant lorsqu'on suit ce procès comme on le fait à la chute, quasiment au quotidien ici, c'est de se rendre compte que Donald Trump, depuis 2016, a tellement habitué à rendre normal ce qui est anormal, avec une succession au quotidien de scandales, de déclarations complètement folles, que le public, les électeurs, les médias se sont un petit peu immunisés à cette folie-là. Et de savoir que la semaine dernière, lorsqu'il y a eu ce processus de sélection des témoins, qu'il y a eu des gens, comment, je vous explique comment ça se passe aux États, pas de témoins, de jury, comment ça se passe aux États-Unis. Vous avez à New York, vous avez 18 ans, vous êtes un citoyen américain, vous parlez anglais sans difficulté, vous êtes sur les listes électorales, vous recevez une convocation. Et à partir de là, donc une convocation tirée au hasard, et à partir de là, vous passez un processus de sélection pour savoir si vous allez être jury ou pas. Et dans ce processus de sélection, on a quand même eu des personnes qui se sont effondrées en larmes en expliquant, en espérant qu'ils ne seraient pas sélectionnés parce qu'ils étaient terrorisés à l'idée de devoir juger Donald Trump et en payer les conséquences après. C'est une information qui devrait encore faire les unes aujourd'hui. C'est une information qui devrait disqualifier de manière certaine l'idée même d'aller voter pour Donald Trump le 5 novembre prochain. Bah, dans la réalité, on est déjà passé à autre chose. Cette autre chose a été remplacée par autre chose, qui sera remplacée par autre chose. Il y a chaque jour ce lot d'autres choses et sans considérer la chose normale, on se dit, voilà, on passe à travers tout ça. Et donc, lorsqu'on prend le recul, comme nous on essaie de le faire au quotidien avec le récap sur la chute, on se dit, nous vivons une époque complètement au-delà du cadre unique, au-delà du style unique du procès, mais vraiment une période qui est unique, qui est folle. On ne se rend pas compte des dégâts, parce qu'on n'a pas encore le recul, des dégâts que la présidence Trump aura eu sur la société américaine. Je réside aux États-Unis depuis plus de 25 ans maintenant, je peux vous dire que c'est des choses que je vois au quotidien. Tout à l'heure, on a eu une discussion sur notre chat Telegram, sur Qu'est-ce qui se bang bang, sur justement les effets de cette division sur la société américaine. Je racontais que souvent, au niveau local, j'ai un ami, par exemple, je racontais ça, je crois à Marie-Laetitia qui est là d'ailleurs, je racontais donc que j'ai un ami au Texas qui est membre du parti républicain mais qui, pendant 30 ans, lorsqu'il devait voter aux États-Unis, le jour de l'élection, on ne vote pas simplement et seulement pour le président, on vote pour le président, on vote pour le Congrès, on peut voter pour le gouverneur, mais ensuite, surtout, il y a toute une série d'élections locales pour, par exemple, voter pour un juge. Hein. On parlait de la couleur politique des juges. On vote pour un juge, on vote pour des représentants qui vont être au district scolaire, etc., etc. Et donc, cet ami au Texas qui est membre, il est plus âgé que moi, qui est membre du Parti républicain depuis les années Nixon, donc vous voyez, c'était un moment, lorsqu'il fallait voter au niveau local, l'étiquette politique n'existait plus. Il choisissait celui qui lui semblait être le meilleur candidat pour faire le boulot, qu'il soit démocrate, sans étiquette ou républicain. Bah, depuis les années Trump, depuis 2016,
c'est terminé. Il vote systématiquement républicain, quelle que soit la personne qui soit en face, quelles que soient les qualifications de la personne qui a cette étiquette-là. Il considère les démocrates parce que il est tombé dans cette propagande qui est arrivée d'abord par Fox News, après le relais sur X principalement, et donc il est tombé. Mais Facebook aussi a été un grand propagateur de ces nouvelles-là. Donc il est tombé dans cette espèce de propagande, malgré son niveau universitaire, malgré son histoire, malgré son parcours personnel, où on ne parle plus d'opposants politiques, mais d'ennemis. Et donc il considère aujourd'hui que les démocrates sont des ennemis, non seulement pas que des ennemis du parti Donald Trump, mais du parti des ennemis de l'Amérique en général. Et ce côté ennemi, ça va jusqu'à, par exemple, dire que, est-ce qu'il pense vraiment ou pas, mais en tout cas, il n'est pas le seul, c'est pour ça que je le note, qu'il préférerait un Poutine à un Joe Biden. Donc, on en est là en termes de division de la société. Et la société donc est tellement divisée que il n'y a plus personne aujourd'hui dans le camp républicain, il y en a très peu en tout cas, pour dire voilà, je ne peux pas soutenir ce personnage-là, je ne peux pas m'identifier, ce qui se passe est beaucoup trop grave. On a vu l'exemple avec Bill Barr, et c'était quelque chose, et il n'est pas le seul, c'était quelque chose qui a été, qu'il avait annoncé et qui était extrêmement clair dans son propos, c'est que il ne remet pas en question les critiques. Il a même témoigné, hein, il est passé devant le grand jury et il fait partie des témoins potentiels de Jack Smith pour le procès du 6 janvier. Donc, il ne remet pas en question que Trump a essayé un coup d'État au moment du 6 janvier 2021. Il ne remet pas en question lorsqu'il regarde les éléments du dossier sur les documents de top secret que Trump a cachés, a d'abord volé à la Maison Blanche, puis caché à Mar-a-Lago et tenté de dissimuler aux archives nationales et au FBI avec destruction de preuves, par exemple. Il ne remet pas en question tout ça et le fait que s'exprimant sur ce dossier-là, il a expliqué qu'il pensait que Trump était grillé, hein, ce fameux gif que j'utilise souvent, is toast. Il ne remet pas en question, parce qu'il y a un mais, et c'est pour que vous compreniez le cœur de cette société, c'est pour ça que je vous en parle, mais en novembre prochain, il votera pour Donald Trump. Il votera pour Donald Trump euh, parce que il considère que les démocrates s'empirent. On avait vécu, si vous déjà vous suiviez la chute à cette époque-là, lorsqu'il y avait eu le comité d'enquête sur le 6 janvier, on a fait plusieurs émissions et on avait eu le témoignage, je pense, d'un élu du Parti républicain en Arizona, monsieur respectable, qui avait refusé de céder à la pression de Donald Trump pour changer les résultats des élections. Donc c'était un élu. Si l'affaire de l'Arizona et les autres affaires vous intéressent, demain, au-delà du récap à 20 heures sur YouTube de la chute, on ira justement, le sujet principal, ce sont les nouvelles affaires de Donald Trump. Lorsqu'il avait témoigné, donc il raconte non seulement son refus de céder aux demandes de Donald Trump qu'il sait qu'elles sont anticonstitutionnelles, complètement fausses et qui correspondent à une forme de coup d'État. Donc il raconte ça. Il raconte les conséquences parce que à ce moment-là, son fils qui a un cancer en phase terminale et mourant chez lui, et il raconte comment c'est compliqué parce que tous les jours, il y a des manifestants Trump qui viennent jour et nuit manifester sous ses fenêtres pour l'obliger à céder aux demandes de Trump. Donc il y a tout ça, et donc ils viennent perturber les derniers jours
les derniers jours de la vie de son fils et interrogé quelques heures plus tard sur CNN, je pense, lorsqu'on lui demande, OK, maintenant que vous avez raconté tout ça, pour qui allez-vous voter en 2024? Et donc, sa réponse, ah ben je voterai pour le candidat qui sera désigné par le Parti républicain. Et si ce candidat est désigné par le Parti républicain et Donald Trump, est-ce que vous allez voter pour lui? Réponse, je voterai pour le candidat désigné par le Parti républicain. Donc c'est souvent pour ça que on a cette société qui n'avance plus, ou souvent j'appelle ça la politique des supporters, où on est pour l'OM, comme moi, où on est pour le PSG, ou pour Lens, ou pour le Real, ou pour Bayern, etc. Et on ne peut pas être pour un autre club. C'est devenu pareil avec, en plus de ça, cette notion d'ennemi. Voilà, je ne me rappelle plus pourquoi je vous racontais tout ça, mais en tout cas, j'avais envie de vous raconter tout ça au niveau du procès. Donc ça, c'était pour la semaine dernière. Cette semaine, donc on a eu David Baker, le témoin star, qui a raconté comment ce tabloïd sous stéroïde, The National Enquirer, dont la couve était vue par près de 100 millions d'Américains chaque semaine, parce que c'est un magazine qui a une particularité, il est vendu dans les caisses de supermarchés. Donc plus de 200 000 points de vente aux États-Unis. Et donc vous voyez, que vous achetez ou pas, vous voyez la couve en permanence, la une. Et donc pendant la campagne électorale de 2016, le National Enquirer et d'autres magazines du même groupe, AMI, a consacré un tiers, une sur trois, à soit mettre en avant Donald Trump, soit à descendre en créant des unes complètement ignobles, pour descendre les ennemis politiques de Trump, que ce soit des républicains au sein des primaires, comme Ted Cruz qui avait été accusé de tromper sa femme, Ted Cruz qui avait été accusé dont le père avait été accusé d'être un complice de Lee Harvey Oswald dans l'assassinat de John Kennedy, comme Marco Rubio qui avait été sous-entendu être sadomasochiste, gay et consommateur de cocaïne. Tout ça était faux, mais était fait à la demande de Donald Trump et de son avocat Michael Cohen. Et puis surtout, la stratégie décidée en août 2015, donc tout ça a été confirmé sous serment, preuve à l'appui par David Baker, cette fameuse conspiration, la conspiration de la Trump Tower, où en août 2015, ces personnes-là, Donald Trump, David Baker, Michael Cohen et d'autres, se sont retrouvés dans le bureau de Trump, dans la Trump Tower, en disant, OK, c'était une demande de Trump, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ma campagne? Et donc là, pendant une semaine, on a eu David Baker, vraiment qui est un témoin, qui est un bon témoin, un bon client hein, lorsqu'on est avocat, lorsqu'on fait partie de l'équipe du procureur ici, c'est un bon client parce que c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait raconter des histoires et le jury s'est régalé parce que il a découvert les coulisses très très sale de ce monde de la presse à scandale qui travaille main dans la main avec les célébrités à organiser des faux reportages, etc., etc. Donc ils ont découvert tout cet aspect-là, mais au-delà, il a démontré, et encore une fois, on a pu voir, entendre et lire une tonne de preuves, des emails, des textos, des contrats, et il y aura dans les semaines qui arrivent des enregistrements audio aussi, des conversations impliquant Donald Trump, où il parle d'achat de témoins en liquide, etc., etc. Donc on a eu cette accumulation de points où la conclusion de tout ça, c'était que Baker avait fait tout ce qu'il a fait, pas pour aider Donald Trump, l'homme qui souhaite, comme il a encore essayé de jouer aujourd'hui, protéger sa famille en refusant de révéler que
Il trompait Melania pendant un an et pendant toute la grossesse de Melania avec une playmate du magazine Playboy et qu'ensuite, une fois que Melania a accouché, il l'a trompé avec une actrice de porno, Stormy Daniels. L'idée n'était pas de défendre leur honneur et de les protéger en empêchant que ça sorte, mais ça a été établi et réétabli. Et encore aujourd'hui, au moment du contre-interrogatoire, ça a été réétabli par Baker que tout ce qu'il a fait, c'était extrêmement clair. Tout ce qu'il a fait était pour aider la campagne Trump. Face à ça, on a eu le droit, donc je vous ai raconté ça en détail dans le récap qui est disponible en rediffusion sur YouTube, le récap de l'épisode 7. On a eu le droit des premières stratégies des avocats de Trump, qui est une stratégie qui est risquée parce que elle admet les fautes. Donc, elle admet tout ça, elle ne remet pas en question qu'il y a eu ces discussions, qu'il y a eu des paiements, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de risqué, mais en gros, l'idée, c'est de dire, on admet tout cela, on admet dans les prochains jours, c'est ce qu'on va voir, l'admission de délits mineurs comme ces faux documents, mais de l'autre côté, on va plaider le fait que Donald Trump, son intention n'était pas par rapport à la campagne, qu'il ne savait pas, etc., etc. C'est une stratégie risquée parce que la défense ne veut pas aller dans prouver l'innocence de Donald Trump. Elle n'est pas obligée, hein. Déjà, tout le poids de la preuve, et il faut comprendre dans ce genre de procès, tout le poids de la preuve incombe à l'accusation. Donc la défense n'a aucune obligation d'aller dans cette direction-là, mais en tout cas, ils ont décidé, en tout cas pour cette première semaine, d'assumer ce côté-là, de dire, bon, oui, non, tout ça c'est vrai, mais en fait, les motivations n'étaient pas celles que vous croyez. Il n'y a pas d'intention de Donald Trump, c'est le mot vraiment clé. La décision du jury se décidera par rapport à ça, à savoir s'il y avait une intention de Donald Trump de pouvoir, de vouloir protéger sa campagne pour lui permettre d'être élu. L'essentiel des histoires qu'on lui reproche se passe après la révélation de l'enregistrement vidéo, de cette vidéo que vous avez tous vue de Access Hollywood, où ne sachant pas que le présentateur Billy Bush a son micro ouvert, Donald Trump se vante que sa position de célébrité lui permet d'aller embrasser toutes les femmes et de les attraper par leur partie privée, leur partie génitale. Et donc, à partir de là, il y a même au sein de la campagne, on pense que les chances de Trump d'être élu sont mortes. On décide d'avoir cette stratégie d'expliquer que tout ça, c'est de la vantardise de vestiaire, mais on est extrêmement inquiet. Et on se dit, s'il y a une deuxième histoire qui sort sur Trump, que ce soit Stormy Daniels ou Karen McDougal, la playmate, ou voire même les accusations qui s'avèrent être fausses d'un portier de la Trump Tower qui raconte que Trump a un enfant illégal avec une femme de ménage de la Trump Tower. C'est fini, il ne s'en remettra pas. Et donc, il y a une accélération des efforts. Dans la réalité, effectivement, Trump a le droit d'acheter ce qu'il veut et d'empêcher des histoires qui vont sortir, mais le problème, c'est la manière dont tout ça est fait, avec des dissimulations fiscales, des dissimulations d'aides qui sont considérées comme des aides à la campagne, et c'est le cœur du dossier. Alors Jérôme, je vois, me demande pourquoi le témoignage de Ron Agraf, 15 minutes chrono pour les questions du procureur. Parce que en fait, ils avaient déjà, Ron Agraf est arrivé, donc c'est l'assistante de Donald Trump. Elle est arrivée en expliquant
que elle était venue ici parce qu'elle était contrainte, elle avait reçu une convocation officielle et que son avocat, ses avocats, mais son avocate principale était payé par Donald Trump. Donc à partir de là, ça veut dire que c'est un témoin qui va être difficile. On va avoir quelques difficultés, mais par contre, le procureur l'a utilisé et c'était assez efficace sur des points très précis où elle a été obligée de répondre. Par exemple, comme c'était elle qui était en charge du carnet d'adresse de Donald Trump, de dire que oui, Stormy Daniels et Karen McDougal y figuraient. Donc le fait que Trump depuis des années dit je ne connais pas ces personnes-là alors qu'elles figurent dans son carnet d'adresse, donc elle a confirmé ça. Elle a confirmé avoir vu au moins une fois avant l'élection présidentielle Stormy Daniels à la Trump Tower. Tout ça, c'était suffisant. Il n'y avait rien d'autre à lui demander parce qu'elle aurait certainement refusé de répondre en utilisant son cinquième amendement et parce que c'était un témoin préparé par les avocats de Donald Trump. Donc, ça, il n'y avait pas plus d'intérêt à aller plus loin, mais de lui faire confirmer ces quelques points. Et c'est vraiment la stratégie pour finir la journée à New York, il est 15h30 vendredi après-midi, c'est de faire venir plusieurs témoins comme ça, assez brièvement, après avoir eu presque 4 jours de David Baker, et leur faire confirmer des points précis. Et ces points précis, là en ce moment, il va y avoir Gary Farrow, qui est par exemple directeur de la banque que Michael Cohen a utilisé pour prendre un crédit, pour avancer l'argent à Donald Trump pour payer Stormy Daniels. Donc tout ça, ça va être, c'est pour confirmer des points de détail, mais ces points de détail sont importants. Dans la manière dont le procureur a construit son dossier, c'est qu'il sait en fin de ces témoins, il y aura Michael Cohen, que dès l'ouverture du procès lundi, les avocats de Trump se sont rués sur Michael Cohen pour l'attaquer sur sa crédibilité. Et donc, tout ce qu'on voit avant est de démontrer que, voilà, tout ce que va vous dire Michael Cohen est vrai parce que pendant 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas combien de temps ça va durer, vous avez entendu des témoins irréprochables, vous confirmez les éléments clés, vous confirmez qu'il était là, vous confirmez qu'il jouait ce rôle, vous confirmez qu'il a ouvert ce compte pour faire ça, vous confirmez qu'il a téléphoné à telle personne à tel jour, vous confirmez que c'est bien lui qui a envoyé un email, etc., etc. Donc c'est cette stratégie, c'est pour ça que elle n'a pas parlé plus longtemps parce que et que les autres témoins qui passent au moment où je vous passe ne parlent pas très longtemps parce qu'ils sont là juste pour dire oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et donc, dans le cas de Graph, oui, il y avait les contacts les numéros de téléphone de Stormy Daniels et de Karen McDougal dans le carnet d'adresse de Donald Trump. Donc, vous le savez, c'est quand même un X. Et donc, X, ça permet aussi de venir poser des questions. Ça permet aussi de venir discuter. Donc, si vous avez des choses à dire et que cela soit fait dans le respect de l'audience qui est là, vous avez le droit de venir vous manifester. Sinon, je vais attendre quelques secondes sur cet aspect procès. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est difficile pour moi de suivre en même temps les questions lorsqu'elles me sont posées par écrit sur Twitter. Donc, je vous encourage à venir les poser de manière orale parce que c'est pas comme lorsque je fais des missions où j'ai la chance d'avoir Cody et Thomas qui sont là pour justement gérer le chat, gérer les questions, mettre tout ça en avant. Là je dois faire tout seul. Donc si vous avez des questions, non, je regarde. Non, ben on va passer à la Cour suprême des États-Unis. Du coup, ce qui s'est passé hier. Donc voilà.
Ce qui s'est passé hier, beaucoup d'entre vous l'ont vécu en direct pour cette... Ah non, on a Nathalie qui veut parler. Parfait, sauvé par le gong. Merci. Nathalie, je vais te faire monter 2 secondes. Voilà, ça va arriver. Bonjour. Salut Nathalie, c'est à toi de parler. Oui, je suis ce qui se passe à New York et je vois que c'est assez technique. C'est-à-dire que les articles de loi qu'ils ont violés, parce qu'on parle toujours du hush money, mais c'est pas ça l'affaire. Est-ce qu'à un moment donné, pendant le procès, les jurés vont se faire expliquer plus en détail quelles lois ont été brisées? Oui, oui, évidemment. Et d'ailleurs, un procès, c'est une construction. C'est une construction d'une démonstration. Donc, il y a eu lundi les, euh, les commentaires liminaires, donc l'ouverture du dossier où chaque partie vient présenter son cas en expliquant voilà ce qu'on va vous démontrer. Et donc, tout le reste des audiences est basé sur cette idée-là, c'est ce fil rouge. Et déjà, la première fois, lorsque ils ont présenté leur cas, ils ont expliqué en disant non, ce n'est pas simplement une affaire de hush money, je paraphrase ici, ce n'est pas simplement une affaire, là c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On va vous démontrer ça. Il y a aussi une volonté de la part de l'équipe du procureur d'expliquer ça en termes le plus simple et le plus compréhensible possible pour les 12 membres du jury. Mais oui, on va arriver à ce moment-là et à la fin, lorsqu'il va y avoir les plaidoiries, c'est quelque chose qui va être réinsisté en disant, voilà, pendant ces dernières semaines, on vous avait dit qu'on allait vous démontrer ça, on a démontré parce qu'il y a eu un tel, il y a eu une telle, etc. Et ça correspond parfaitement à ce que demande telle loi. C'est une classe E dans le code de loi de New York. Et donc les textes sont rappelés à ce moment-là pour que le jury vote par rapport à ça. Et de toute façon, le jury, comment il va voter? Il va avoir une feuille papier, des feuilles papier, où il y a les 34 chefs d'inculpation contre Donald Trump. Et donc, chaque chef d'inculpation détaille la charge et détaille dans quel cadre de loi cette charge s'applique. Et 34 fois, le jury va devoir décider, oui, il est coupable, non, il n'est pas coupable. Et donc, toute la stratégie de Trump est d'essayer de faire admettre qu'il y a eu une faute mineure, mais qu'il n'y a pas cette faute majeure que le procureur veut démontrer. Pourquoi? Parce que leur stratégie est de convaincre un seul membre du jury. Je répète que c'est vraiment important à garder en tête qu'il faut que les 12 membres du jury, des 12 jurés, ces hommes et ces femmes de New York, condamnent Trump à l'unanimité pour qu'il soit condamné. S'il y en a un seul qui décide de ne pas le faire, on se retrouve dans ce qu'on appelle un hung jury, et à partir de là, Trump ne sera pas condamné s'il y a un seul. Donc tout le pari de la part de ses avocats, c'est d'essayer d'identifier quel serait ce membre du jury qui pourrait s'abstenir de condamner Donald Trump et essayer d'aller dans son sens dans les démonstrations. Voilà, voilà, voilà. Vous parlez donc, l'accusation la plus grave, c'est felony, puis les trois autres sont moins graves, misdemeanors, je Ouais, pense. ouais, des délits, ouais. Des simples délits. Ouais. Merci. Voilà. Et merci Nathalie. Et pour compléter tout ça, donc c'est clair que et avant de donner la parole à Gaston, si la, si l'accusation arrive à faire admettre par le jury que on est dans ces felonies, donc dans ces actes qui sont beaucoup plus graves, ça justifiera que lorsque le juge décide de la sentence, hein, encore une fois, ce n'est pas le jury qui va décider de la sentence, mais c'est le juge.
le juge pourra, en se confrontant à la jurisprudence, hein, c'est pas il va le faire tout seul en se disant, bah, tiens, je vais décider que la peine c'est ça, il va regarder dans les cas équivalents quelles sont les peines moyennes et il va décider par rapport au passé judiciaire de la personne, par rapport au débat, par rapport à la manière dont ça s'est passé, quelle sera la peine. Et si le jury décide de dire, voilà, oui, l'accusation a raison, c'est une faute plus grave, le juge pourra ordonner, pourra condamner Donald Trump à une peine de prison. Donc voilà, donc c'est à suivre, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est un procès au pénal, je vous le rappelle, ce n'est pas un procès au civil. Voilà, Gaston, c'est à toi. Oui, moi, c'est une petite question par rapport à la stratégie de communication de l'équipe Trump. Ils font beaucoup de sorties, mais j'ai un petit peu de difficulté à comprendre parce que bon, les sorties sont sur Fox. On s'entend que sur Faux News, c'est quand même des gens qui sont déjà convertis à la cause. Puis, ce que j'essaie de comprendre, en fin de compte, c'est comment que la stratégie va, si jamais il perd, comment cette stratégie-là va l'aider au niveau des indépendants qui vont faire la différence le 5 novembre. Ouais, non, je pense pas. S'il est condamné, je pense pas que ça va l'aider au niveau. Attends, alors, pendant que je te réponds, il y a un écho, donc je coupe ton micro, mais après je te redonne la parole, d'accord? Donc voilà, je ne pense pas que la stratégie, s'il y a une défaite, que ça va attirer des indépendants vers Donald Trump. La stratégie de communication de Trump, elle est assez confuse parce que on est dans une période, et c'est fou parce en principe, c'est quelque chose qui est défini avant le procès, une stratégie de communication solide et unique qui permet de marteler encore et encore la même idée pour de telle sorte qu'elle s'installe dans l'opinion au-delà, comme tu viens de le dire, de l'audience de Fox News. Et là, on se rend compte qu'ils n'ont toujours pas vraiment réussi ça. On a eu le droit à des dizaines, on les a détaillés dans le récap jour par jour, à des dizaines de ballons d'essai où une fois, c'est le dernier en cours qui peut-être, c'est celui qui revient le plus souvent, il n'y a pas de crime, de no crime, c'est ce qui est martelé depuis hier, mais avant ça, il y a eu le côté Donald Trump est l'équivalent de Nelson Mandela, Joe Biden est responsable, qui ont été déjà des thèmes, c'était ce qui était reproché la première semaine et qui a discrédité à mon avis Trump, c'est que Trump reprenait en boucle des arguments mot par mot qu'on avait déjà entendu ailleurs. Et ça n'accrochait pas avec le public. Donc il y a une communication qui est celle d'une réalité aussi, où le dossier et les témoins sont pour l'instant tellement forts que le camp Trump n'a pas encore réussi à trouver une manière de contrer ça, même si Fox News est, comme tu le dis, cette chambre d'écho qui, 24 heures sur 24, essaye de dépeindre Trump comme une victime et comme quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec cette histoire-là. Euh, Pourquoi c'est important de continuer dans le culte de la personnalité par rapport à l'audience de Donald Trump? Ça fait partie de son image et c'est peut-être parce que on a peur que une partie de cet électorat-là décroche à un moment. S'il y a un décrochage même de 2 ou 3% parmi les électeurs de Donald Trump qui décident de ne pas aller voter, ils ne voteront jamais pour Joe Biden, hein, je veux que ça soit clair, mais de ne pas aller voter, c'est problématique. C'est peut-être pour ça que Fox News est obligé d'être dans cette logique de le mettre en avant. Mais c'est clair que les procès, c'est quelque chose que l'on va évoquer dans la chute très prochainement sur les effets de ces procès. On vous vend en permanence cette histoire que, ah, mais les procès, c'est très favorable à Donald Trump. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. On en parlera très longuement avec un expert le 3 mai prochain
dans la chute à 20 heures, il me semble, en Europe, 14 heures au Québec. Donc, je vous invite à cette émission. Et puis, c'est un sujet que je vais aborder dans un récap très prochainement. Voilà, je veux te rendre la parole. Je sais plus comment on fait. J'ai... Non, Est-ce que tu voilà, m'entends? tu l'as fait Oui, toi. Ouais, oui. parfait, c'est à toi. Ben, effectivement, puis je pense que ça commence à apparaître dans les sondages de certains États clés où l'avantage disparaît ou même ça devient un avantage Biden. L'autre petite question au niveau de la stratégie, je veux dire, on se cachera pas, bon, Trump sait ce qu'il a fait, ses avocats doivent savoir ce qu'il a fait, Bien sûr. et, et un peu aussi comment que les personnes vont témoigner. C'est là que j'ai de la difficulté à comprendre comment c'est ça que ça fait quand même presque un an, ça fait plus qu'un an que ce procès-là est en devenir, qu'on soit pas plus avancé au niveau d'avoir une stratégie qui a un minimum de bon sens, là. Non, 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 c'est clair, tu as raison. Ça vient aussi de peut-être de plusieurs facteurs. Déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je sais pas si tu étais là, la manière dont le procureur a caché son jeu. Et je pense qu'il ne s'attendait pas que David Pecker vienne parler dans ces détails-là, avec cette mémoire-là, pendant quasiment 4 jours. Donc, ils se sont clairement retrouvés à court sans avoir d'ailleurs, on voit, il n'y a pas eu d'énormes attaques de Trump sur Pecker, il n'y a pas eu d'énormes attaques sur Fox News par Pecker, il n'avait pas les munitions pour le faire. Ça vient aussi de savoir que les avocats de Trump, ben, le problème c'est que ils passent souvent d'un dossier à l'autre. Parfois, ils sont virés. Donc, il y a eu beaucoup de changements au terme de cette équipe et on a un petit peu le sentiment, c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs de manière encore plus forte lorsqu'il y a eu le procès de fraude, où l'avocat principal qui était en charge de ce dossier-là a été renvoyé par Trump une semaine avant le procès. Alors, il a donné sa démission, mais dans la réalité, parce qu'il a été remplacé par Alina Abba et parce qu'il ne prouvait pas la stratégie que Trump voulait imposer. Il a dit non, je m'en vais. Et donc, c'est pour ça, c'est aussi, Trump est en train de payer le prix à plusieurs niveaux, mais est en train de payer le prix de cette espèce de système qu'il a toujours mis en place. Et là, on se rend compte que au bout de tout ça, ce sont des peines de prison. Donc c'est pour ça, par exemple, il a mis Todd Blanche en avant pendant une semaine, qui est un avocat qui a plutôt une bonne réputation et qui a accepté de quitter le cabinet pour lequel il travaillait pour venir travailler exclusivement pour Donald Trump. Et ce qui veut dire quoi, travailler exclusivement pour Donald Trump? Ça veut dire que Donald Trump vous paie, il vous paie très bien, il vous paie en avance parce qu'il a tellement arnaqué d'avocats que les avocats demandent maintenant à être payés en avance. C'est d'autant plus facile pour Trump de le faire que l'argent ne sort pas de sa poche, l'argent provient de dons de ses supporters. Et c'est pas un secret de Polichinelle de dire, ben voilà, c'est évident que sur la première semaine du procès, Todd Blanche, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, était pour satisfaire Donald Trump. De telle sorte que le juge, et c'était dramatique, je crois que ça s'est passé lundi, si je me rappelle bien, ou vendredi dernier, je m'en souviens plus exactement, les jours se mélangent un petit peu, mais le juge a été obligé, après plusieurs excès de langage de la part de Todd Blanche, qui était pour satisfaire l'ego de Donald Trump qui est à côté de lui. On a vu exactement la même chose avec Alina Abba qui faisait pareil. Elle disait des énormités, mais qui plaisait à Trump. Todd Blanche a fait pareil. Et le juge, dès le premier jour du procès, a dit vous venez de perdre toute crédibilité avec la Cour. Et résultat, depuis qu'il y a eu cette remarque du magistrat qui est terrible au début d'un procès, lorsque l'avocat principal en dit vous venez de perdre toute crédibilité, ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis, là, les contre-interrogatoires et tout le reste, ce n'est pas Todd Blanche qui les a menés. Donc on s'est rendu compte que du côté de Trump, ouais, c'est bien beau de venir satisfaire l'ego du patron, mais
il joue la prison, le patron. Et donc, résultat, ce n'est pas Todd Blanche qui est apparu ces derniers jours. Donc voilà, ce sont des éléments de la réflexion, on les a pas tous, mais sur les hésitations et les erreurs de l'équipe juridique de Donald Trump, qui, on l'a vu, par exemple, Chris Kise dans le procès pour fraude, qui s'est paré complètement compromis, qui a été obligé de rejoindre une boîte d'avocats qui pouvait travailler pour Trump en Floride et qui se définit comme étant une boîte d'avocats en guerre contre le mouvement woke. Donc, pour la réputation d'un avocat, c'est pas forcément bon. Chris Kise s'est grillé devant le juge Engoron. Ils ont perdu ce procès-là avec la condamnation de 450 millions de dollars d'amende. Mais lorsqu'on va regarder les comptes de campagne, Chris Kise a touché entre 8 et 10 millions de dollars pour son travail. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est le prix de satisfaire Donald Trump. Et je pense qu'à la fin, il y a un calcul qui est fait de se dire, bon, ben, je prends le chèque. Et puis voilà, ça c'est l'interprétation personnelle, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Voilà, Gaston. Merci. Je t'en prie, merci beaucoup d'être passé. Je vais prendre la question de Chris. Euh, voilà, Chris devrait monter parmi nous. Allô, allô, allô. Il faut appuyer sur la petite icône du micro tout en bas à gauche. Voilà, Chris, ça marche. Ok, bonjour, bonjour William, bonjour à tous. Avant tout, merci pour tout ce travail. Rien, merci. Ma question était, vraiment, j'ai toujours considéré la justice comme une recherche de vérité. Mhm. Et avec tous les procès Trump sur lesquels tu nous informes, j'ai parfois l'impression d'être mieux informé que certains de mes amis américains. Ouais, c'est pas faux. Ouais, oui, non, mais non, c'est complètement vrai. Et quand je dis certains, je pourrais presque dire tous. Voilà, cette recherche de vérité dans tous les procès Trump, je crois qu'elle est plus là parce que la vérité, elle est d'une évidence euh, parfois cruelle et surtout elle saute aux yeux, quoi. Et c'est, et là, on le voit bien avec le procès actuel, c'est de diffuser la vérité. Voilà, je me demande à quel point on est obligé de, de, de faire pour faire comprendre aux gens ce qu'est Trump et ce qu'est la machine Trump et surtout voilà, face à la machine Trump qui, elle, est dans la désinformation totale, Ouais, je ouais. suis pas sûr que la justice y arrive et qu'après un simple vice de forme, on l'a vu avec l'affaire de Weinstein, puisse faire sortir vainqueur quoi qu'il arrive, et Ouais. au niveau de la justice. Et n'ayant pas assez de procès avant novembre, je tremble sans plus, quoi. Mais c'est inquiétant, je trouve. Ouais, non, non, écoute, c'est plein de points intéressants, tout ce que tu viens de dire. Euh, et d'ailleurs, ça renvoie. Attends, alors je vais couper ton micro. Après, je te redonne la parole pendant que je parle pour pas qu'il y ait d'écho derrière. Voilà. Donc, ça renvoie déjà au début de l'audience, ce que tu dis, cette recherche de vérité face à la justice. C'est le dernier rappel qu'a fait le juge Merchant aux jurés en leur disant You are the finders of fact. Vous êtes ceux qui doivent trouver la vérité. Concentrez-vous uniquement sur le dossier et trouvez la vérité de ce dossier-là. Donc ça, c'est une réalité de la justice. Après, il y a la diffusion de cette vérité. Donc déjà, on peut regretter que, à part les comptes rendus faits par des journalistes américains ou ce que moi je fais en français sur la chute sur notre chaîne YouTube, je vous ai partagé d'ailleurs le lien en dessous de ce tweet si vous voulez venir vous abonner, c'est complètement gratuit et de nous retrouver. Euh, à part ça,
ce qu'on peut regretter, c'est que effectivement, parce que chaque État a ses lois, chaque ville a ses lois, chaque cour a ses lois, il n'y a pas de caméras qui sont installées là. On n'a même pas le son de ce qui se passe parce qu'on se dit, tiens, ça pourra avoir un effet. Alors c'est vrai que du coup, on regarde beaucoup du côté de Fulton County à Atlanta, où pour le coup, ce procès sera diffusé. Si dans les nouvelles affaires Trump, dont je vous parlerai demain dans la chute à 20h, il y a l'Arizona. L'Arizona, c'est pareil. Les procès sont diffusés. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que d'un côté, on a l'équipe de Trump qui occupe le terrain. Trump qui bénéficie, hein, il faut comprendre ça, parce qu'on dit, ouais, souvent les démocrates, ils font pas leur boulot, etc. Mais dans la réalité, les républicains bénéficient d'un écosystème qui a été construit, c'est ce que j'appelle la chambre d'écho, qui a été construit depuis 30 ans, qui est autour de Fox News, mais pas que, beaucoup de médias, de comptes Internet, de sites Internet qui sont pro-Trump, hein. On a par exemple cet écosystème autour du groupe Fox News qui a une chaîne économique, qui a Fox News. Le propriétaire Murdoch est aussi propriétaire du Wall Street Journal, aussi propriétaire du New York Post, le tabloïd de New York. Donc tout ça fait que la diffusion de la vérité est occupée par des gens qui diffusent de fausses informations, de la désinformation, très clairement. Et du coup, c'est vrai que c'est clairement frustrant. Ce que tu disais que tu étais mieux informé que tes amis américains, je suis aux États-Unis, je peux te dire que c'est 100% vrai, que très peu d'Américains s'intéressent à ces procès-là dans le détail. Et c'est pour ça que les condamnations, lorsqu'elles deviennent importantes, sont vraiment clés pour dépeindre Trump. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu, j'ai des réserves que j'ai exprimées plusieurs fois sur les sondages, mais les premiers décrochages sur les sondages ne sont pas liés, comme souvent on le pense, uniquement au discours de Biden au moment de l'état de l'Union, mais datent de 15 jours avant, lorsqu'il y a eu les premiers gros verdicts contre Donald Trump. C'est-à-dire que ces premiers gros verdicts, son inculpation, sa condamnation à 80 et quelques millions de dollars dans le cadre de la diffamation de E. Jean Carroll, puis après les 450 pour fraude au niveau de toute cette affaire de la Trump Org, ont obligé les médias généralistes à faire leur gros titre dessus. Donc c'est comme ça que les Américains ont découvert une partie, sans les détails, ces informations-là. Mais n'oublions pas que la plupart des Américains ignorent ces détails-là. Ils entendront le verdict une fois il y aura un verdict. La plupart des Américains, en termes électoraux, se décident, et c'est pour ça, c'est aussi un argument contre les sondages, c'est que élection après élection, et encore plus ces dernières années, la plupart des Américains se décident pour qui ils vont voter et s'ils vont aller voter dans les dernières semaines, et du coup des événements qui se produisent en janvier, février, mars, avril, c'est extrêmement lointain, et que de toute façon, moi, ma position sur les procès, elle a toujours été claire, et je l'ai dit plusieurs fois en 2020, en 2021, 2022, 2023 et 2024 sur les émissions de la chute, donc c'est facilement vérifiable. Ma position, c'est que Trump doit être jugé pas pour perdre en novembre. L'élection de gagner ou de perdre de Trump, c'est un exercice démocratique. Ce sont les électeurs américains qui doivent décider. Mais Trump doit être jugé pour l'histoire. Il doit être jugé pour l'histoire et surtout dans le cadre de ce qui s'est passé autour du 6 janvier, parce que c'est une tentative de coup d'État, et il doit être jugé pour éviter que les mêmes choses se produisent. Parce que ce qui est intéressant lorsqu'on suit Trump, comme je le fais depuis 2015 et entre autres avec la chute depuis décembre 2020 sur YouTube, et c'était de démontrer que en fait la stratégie de Trump, et c'est ce qu'il continue de faire avec les vices de forme, la manière de gagner du temps, etc., de monter jusqu'à la Cour suprême, toute la stratégie de Trump est d'exploiter des failles du système.
ce que le système américain n'avait pas prévu. Et donc, il exploite ces failles. Et c'est pour ça que les procès sont importants, parce que les procès permettent de fermer ces failles. Donc, c'est en termes de sauvegarde de la démocratie que ces procès sont importants. C'est en termes d'exemple historique que ces procès sont importants. Mais après, la décision de élire Donald Trump ou de battre Donald Trump, c'est une décision démocratique. Ça sera aux électeurs dans la mesure du possible. Je dis la mesure du possible parce que je vous prépare aussi des émissions sur toutes les stratégies sur le terrain, dans les tribunaux, pour empêcher une partie des électeurs d'aller voter. Hein, c'est une réalité qu'on voit au niveau des étudiants, qu'on voit au niveau des minorités raciales qui votent plutôt contre Trump, et donc d'empêcher ces gens-là d'aller voter. Donc ça, c'est notre stratégie. Mais en tout cas, l'élection de novembre, c'est un choix démocratique. C'est pas quelque chose qui doit se décider dans les tribunaux. Et dernière petite parenthèse, si on est aujourd'hui dans la situation où ce procès, par exemple, se déroule. Hier, j'ai raconté, on a fait ce long direct parce que l'audience était extrêmement longue au niveau de la Cour suprême, et je vous ai raconté comment Trump a fait traîner une procédure pendant 18 mois sur un aspect du dossier qui était ses déclarations fiscales. Ça a duré 18 mois et c'est lié à ce qui se passe aujourd'hui. Donc ces 18 mois sont venus s'ajouter et on arrive que ces procès se passent maintenant parce que tous les appels ont été épuisés, mais c'est Trump le premier responsable que ces procès se déroulent aussi tard. C'est parce qu'il a tout fait pour que la justice ne soit pas exercée contre lui. Voilà, Chris, tu peux reprendre la parole. Tu peux rebrancher ton micro. Donc, appuie en bas. Voilà, ça marche. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. J'ai tendance un petit peu à m'emporter par moments et à partir dans plein de détails. Non, mais j'ai su fermer toutes les parenthèses et qui avaient été ouvertes utilement. Et non, merci pour ta réponse et merci encore à toi, à tes enfants. Bah, merci Et beaucoup. Merci de ta fidélité, en tout cas. Voilà, tout ça, tout ce qu'on fait aussi, ce qui est bien, on le fait parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande et un manque à combler en termes d'analyse, en termes de profondeur de tout ça. Et c'est pour ça on est très présent avec toute l'équipe, jour et nuit. alors, un dernier petit point. Vas-y, vas-y. Faut pas me juger sur ce que je fais, mais je Vas-y. compte beaucoup, et j'ai souvent compté. Et j'en suis à 17 là depuis. Je savais pas compter avant. Depuis janvier, j'en suis à 17 sur les milliardaires républicains. Et et je voudrais savoir si quand même le milliardaire démocrate existe ou si c'est un oxymore ou voilà. Et Non, je il y a quelques milliardaires, il y a quelques milliardaires démocrates qu'on retrouve d'ailleurs dans ceux qui soutiennent Joe Biden, mais la majorité des milliardaires et des grosses fortunes sont derrière Trump, et Trump ne s'est jamais caché. Il les a encore reçus à Mar-a-Lago il y a quelques semaines en leur disant que s'il était réélu, il ferait en sorte qu'il paye encore moins d'impôts, et on a des situations complètement folles où il y a des milliardaires qui payent des impôts qui ne dépassent pas les 3% de l'argent qu'ils gagnent. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que les milliardaires sont du côté de Donald Trump, parce que moins d'impôts, moins de régulation, donc ce qui leur permet de ne pas respecter les règles, et encore plus de gagner d'argent. Mais bon, il y a quelques milliardaires démocrates, pas beaucoup, mais il y en a. Ok, ben merci encore et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, salut. Voilà, donc on a fait le tour, ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle. Après on me dit ouais, tes émissions elles sont trop longues, mais comment, hein, si quelqu'un a la solution de raconter toutes ces informations, tous ces détails en 30 secondes, you're welcome, bienvenue, venez nous expliquer, ou alors lancez votre chaîne, lancez votre compte Twitter, parce que moi je ne peux pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il y a plein de raisons pour lesquelles je poste moins. Du moins, je poste quand même beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux, mais je poste un petit peu moins
sur Twitter. Je veux rester en communication avec vous et je pense que c'est important d'apporter dans un univers qui est désormais sous le contrôle, je parle de X, sous le contrôle de la droite extrême, sous le contrôle des conspirationnistes, sous le contrôle des complotistes, des anti-vax, des pro-Trump, etc. Je pense que c'est important de continuer à être une voix. J'ai failli partir. Je pense que on verra. Mais je pense que au-delà de l'élection américaine, je ne resterai pas sur Twitter alors que ça fait 15 ans que j'y suis. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de faire plus de publicité que ça, même si je parle dessus, je sais, c'est ironique, mais c'est la réalité. Je vous ai expliqué pourquoi je suis là aujourd'hui à vous parler. Je n'ai pas envie de faire plus que ça sur les réseaux sociaux, et parce que, tout simplement, il y a une incapacité à vous raconter tout ce qui se passe sur Twitter. Je ne peux pas passer ma journée à écrire sur Twitter. Tout ce que je le fais de manière complètement bénévole, hein. Ce n'est pas mon métier. C'est clair que lorsqu'on est sur YouTube, il y a un soutien. On a un compte Kiss Bang Bang que je vous invite à suivre, ça représente un soutien, mais qui n'est pas énorme, mais c'est tout à fait normal à la hauteur du travail qui est fourni. Ce n'est pas le but. Donc j'ai d'autres activités professionnelles et donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne poste pas plus ici. Je trouve que je poste déjà beaucoup. Et au-delà de ça, c'est que les histoires sont tellement importantes. Il y a tellement de détails, tellement de ce que j'appelle de parenthèses que il faut un autre support. Et l'avantage de ces vidéos sur YouTube, c'est qu'elles permettent, hein, donc l'émission La Chute, ça permet de rentrer dans tous ces détails et de se rendre compte qu'il y a une audience qui a besoin de ces détails-là. Et c'est un petit peu le problème aujourd'hui de l'information, c'est que on ne va plus dans le détail et les détails sont nécessaires pour comprendre vraiment les enjeux cette espèce de volonté de vous donner les infos en 6 minutes, en 2 minutes, en 3 minutes, en 30 secondes, fait que finalement tout s'égalise et vous ne savez plus ce qui est vraiment bien ou pas. Vous n'avez pas la possibilité de exercer votre jugement de citoyen après dessus. Donc ça fait quand même très longtemps, donc je vais parler très rapidement de la Cour suprême. Donc hier, il y a eu cette très longue audience. Je vous invite, si vous avez envie, vous pouvez passer en accéléré, d'aller consulter l'émission. On a vécu ça en direct hier sur La Chute avec un retour audio. J'ai essayé de vous mettre en contexte. Avant l'émission, je vous avais expliqué que d'après moi, la seule stratégie possible de la Cour suprême, était d'essayer de renvoyer le cas devant des cours inférieures, donc de repartir dans une procédure qui n'est pas aussi longue que ce qu'il y a eu, mais une procédure qui pourrait durer quelques mois avant de se prononcer. Et puis on a eu les débats. On a eu les débats et c'est exactement ce qui s'est passé de la part des magistrats qui sont marqués très clairement de la branche conservatrice et très clairement qui sont des magistrats pro-Trump. Ils ne pouvaient pas aller dans le sens même si certains étaient tentés, ils ne pouvaient pas aller dans le sens de cette immunité totale. On a eu quand même hier des moments complètement fous où l'avocat de Donald Trump a confirmé devant la Cour suprême des États-Unis que si on allait dans ce sens-là, non seulement le président des États-Unis avait le pouvoir de faire assassiner un opposant politique sans être poursuivi après, mais avait aussi le pouvoir de utiliser l'armée américaine pour faire un coup d'État sans être poursuivi après. Donc ce sont des moments qui sont quand même assez fous. Et c'est assez fou quand nous en sommes à ce point de discuter et que hier, tout cela a été noyé dans presque 3 heures d'audience alors que ça aurait dû prendre 5 minutes pour se dire, OK, d'accord, bon, c'est bien, mais ça va pas le faire.
Donc, donc ces juges pro-Trump ne pouvaient quand même pas aller jusque-là, et donc ils sont partis sur cette porte de sortie en disant, ah ben finalement peut-être que c'est pas assez précis, la question n'est pas assez précise, il faudrait repréciser ça. Donc j'ai terminé l'émission hier et je vais terminer aussi cette émission sur cet aspect-là, sur comment on va se positionner la Cour suprême. Donc hier, ce qui était assez évident, avec évidemment du bémol, de la finesse, mais je ne peux pas le faire là maintenant. Allez voir en tout cas la fin de l'émission où je vous ai expliqué je pense que c'est une vingtaine de minutes après la fin de l'audience, donc ça prend pas autant de temps de ça pour aller et entendre tout ça dans les détails. Je vous ai expliqué qu'en gros, il y a 4 juges qui ont tout intérêt, et c'était assez évident dans leur réponse, 4 juges qui ont tout intérêt à renvoyer le cas vers une cour de district, donc retourner à Washington devant la juge Shotkan pour redéfinir certains aspects, de savoir quels sont des actes officiels ou des actes d'ordre privé. Euh, donc, je pense qu'il y en a 4. Je vous rappelle, il y a 9 magistrats dans cette Cour suprême. Dans ces 4-là, il y en a 2 qui ont été nommés par Donald Trump. Dans le camp d'en face, je pense qu'il y a 4 magistrats je suis même certain qu'il y a 4 magistrats qui s'opposeront à ça. Je suis d'autant plus certain que depuis, je suis allé regarder, j'ai pas terminé, mais je suis allé lire les transcriptions de ce qui a été dit, et c'est évident que par exemple une des magistrates nommée une des magistrates Connie Barrett, qui a été nommée par Trump, elle estime que, à mon avis, que ce n'est pas nécessaire de repartir en arrière et qu'il faut avancer avec les procès. Elle a fait, c'est un des moments clés, elle a fait reconnaître à l'avocat de Trump en tout début d'audience que la plupart des actes qui étaient reprochés à Donald Trump étaient des actes du domaine privé et non pas des actes donc qui peuvent être jugés de manière criminelle sans s'interroger sur cette fameuse impunité liée à la fonction présidentielle. Donc on a 4 de l'autre côté. On en a 4 de l'autre côté, donc ça fait 8 au total. Et donc, que la décision va se jouer du côté du Chief Justice Roberts, donc du président de la Cour suprême, Roberts, qui a été nommé par George Bush. Hier, il a fait une déclaration qui était plutôt dans le sens de se dire, bon, peut-être que la Cour de Washington n'a pas fait son travail et que les points mis en avant sont trop généraliste, et qu'effectivement il faudrait repartir en arrière, donc ce qui voudrait dire que ça offrirait à Donald Trump un délai complémentaire de 6 à 7 mois, parce qu'à la fin on sait qu'il va perdre, la Cour suprême ne lui donnera pas cette victoire, donc, mais pour lui c'est une victoire à la Pyrrhus. Si d'un coup c'est non, il n'y a pas d'impunité totale pour un président des États-Unis, mais il faut repartir pour définir dans les actes qui sont reprochés ceux qui sont officiels et ceux qui ne le sont pas. Euh, donc je me suis dit, hier en fin d'émission, je disais, j'ai plutôt le sentiment que Roberts va aller dans ce sens-là et donc donner 6-7 mois. À la relecture je n'ai pas fini de la transcription de ce qui s'est passé hier, et en reprenant ce que je vous ai expliqué, en remettant en contexte la question posée par la juge Barrett sur la qualification des actes de Donald Trump. Je sais que c'est assez compliqué, mais il y a Sylvie, Maxime, Rosan ici qui étaient là en direct, donc ils comprennent parfaitement de quoi je parle. Je suis plus optimiste aujourd'hui. Je suis plus optimiste aujourd'hui dans le sens où je verrais bien Roberts
rejoindre le camp des 4 qui souhaitent que Trump soit jugé parce que finalement, pour une raison tout à fait simple, c'est que la question qu'il pose n'a pas de rapport avec les faits qui lui sont reprochés. C'est quelque chose qui a été établi par plusieurs magistrats à plusieurs moments que les faits reprochés à Donald Trump sont actionnables par la justice. Et je peux imaginer en Roberts partir dans ce camp. Donc voilà, donc hier je vous disais 5-4 pour donner plus de temps à Donald Trump. Là je vous dis, bah, ça sera peut-être 5-4 pour juger Trump euh, sans se poser cette question-là. On va voir. On va suivre. Je ne suis pas évidemment dans le cœur des discussions, des échanges qui vont se décider sur la Cour suprême. La seule certitude, je peux vous dire, c'est que la Cour suprême ne donnera pas raison à Donald Trump, ne lui donnera pas son immunité totale. Son seul joker pour lui, c'est de savoir s'ils vont lui offrir encore 6 ou 7 mois. J'ai débuté hier l'émission en vous rappelant que de toute façon, les avocats de Donald Trump, qui pour le coup, souvent on parle des avocats de Trump qui ne font pas leur boulot ou mal leur boulot, pour le coup avaient été brillants en déterminant à la fin de l'été, durant l'été 2023, que la stratégie la plus efficace pour eux était de partir sur cette nouveauté qui n'existe pas dans le droit américain. C'est pour ça que c'est monté jusqu'à la Cour suprême, parce que les questions posées par Donald Trump n'ont pas été jugées, il n'y a pas de jurisprudence à laquelle se référer, et que ça prendrait de longs mois, et que ces longs mois feraient suspendre les procédures judiciaires. C'est exactement ce qui s'est passé, et que donc, quelle que soit la décision de la Cour suprême, Trump avait déjà gagné en gagnant tous ces mois, et que finalement la Cour suprême peut lui offrir ou pas du bonus. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance, mais je vais lire la totalité des retranscriptions et je vous en parlerai soit sur Telegram, soit ici, soit lors d'une émission. Aujourd'hui, je suis plus optimiste et je me dis qu'il peut y avoir 5 magistrats qui peuvent se rassembler sur l'idée d'envoyer Donald Trump devant les tribunaux sans plus attendre. On verra ça à suivre, à suivre. La suite, c'est demain à 20h en Europe, 14h au Québec et sur le continent nord-américain pour une émission de la chute où je vais faire le récap de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu encore beaucoup, beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans le tribunal et en dehors du tribunal où Trump, dans un remake de OK Corral, a demandé à Joe Biden de venir l'attendre à la fin du tribunal pour débattre immédiatement devant les caméras. Il y a eu beaucoup de choses. Donc demain, il y aura ce récap. Et puis, le reste de la mission sera consacré aux nouvelles affaires contre Donald Trump parce que ce n'est pas terminé. Je vous expliquerai pourquoi ça se passe maintenant. Et vous allez voir que, contrairement à ce que Trump va vous raconter, ça n'a aucun rapport avec le calendrier électoral. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. C'était un récap sur X pour l'émission de la chute. Merci d'avoir été là. Je vous invite, je l'ai posté en dessous de ce tweet, à venir vous inscrire à notre émission sur YouTube, venir voir sur KissKissBangBang si vous avez envie de rejoindre notre communauté et de profiter des contreparties, dont un chat Telegram ouvert 24h/24 où je suis beaucoup plus présent que ce que je le suis sur les réseaux sociaux, où je réponds à vos questions sur non seulement les procès, mais aussi tout ce qui touche à la campagne électorale, parce que c'est aussi pour ça que l'on est là. Voilà. Merci, vous avez été encore très nombreux. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité, de vos messages, de vos retweets et de vos likes. On se dit à demain 20h sur YouTube. Merci beaucoup. Bonne soirée.